Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Les bases de Schmidt sont les bases obtenues en diagonalisant la matrice de densité réduite. C'est-à-dire qu'on effectue un changement de base de manière à obtenir une matrice purement diagonale, donc des valeurs sur la diagonale, des zéros partout. Si on effectue la diagonalisation à un instant t, on appelle ça une base de Schmidt instantanée. Les bases de Schmidt ont souvent été utilisées par plusieurs auteurs pour avoir la base privilégiée des états. Par exemple, dans des articles de Albrecht ou de Zé. Ils ont parfois été considérés comme des états pointeurs instantanés, des états pointeurs de la base privilégiée. C'est le cas, par exemple, dans les travaux de Albrecht. Mais comme cela a été signalé par Zurek, toute matrice densité, quelle qu'elle soit, même la matrice de densité non réduite, peut toujours être diagonalisée dans une certaine base. Il suffit de choisir la bonne base et elle est diagonalisée. Et cela n'implique pas pour autant qu'elle joue un rôle, que cette diagonalisation joue un rôle important dans l'interprétation. Elle n'a pas de rôle interprétatif spécial pour ce qui est des bases de données, des bases privilégiées. Pour avoir les bases privilégiées, il faut des critères physiques, comme le critère de stabilité. Les états finaux après des cohérences étant stables face à l'environnement. Alors que la diagonalisation n'est pas un critère physique, c'est juste une opération purement mathématique. Une autre idée, plus raffinée, c'est de dire attendons un temps suffisant, un temps supérieur au temps de décohérence, et à ce moment-là, la matrice réduite va être presque diagonale. C'est ce que nous avons vu, par exemple, avec le modèle que nous avons étudié. Cela traduit la stabilité des états correspondants. Et là, on peut diagonaliser pour avoir la diagonalisation exacte et avoir ainsi la base de Schmidt correspondant à la base d'états privilégiés. Toutefois, c'est pas si simple parce que les matrices décohérées sont souvent presque totalement dégénérées, c'est-à-dire des valeurs identiques sur la diagonale. Par exemple, dans le style 1/2 plus delta, oméga, 1/2 moins delta. Où oméga est très petit, c'est-à-dire que la matrice correspond pratiquement à la décohérence totale, et delta est très petit, c'est-à-dire qu'on a presque les mêmes valeurs sur la diagonale, c'est quasiment dégénéré. Si oméga tend vers 0, c'est-à-dire la décohérence, à ce moment-là, on a une matrice diagonale et les états privilégiés sont 0, 1 et 1, 0. Ou proportionnel pour toute petite valeur de delta, proportionnel à peu de choses près à ces valeurs-là. Ce sont les états pointeurs idéaux qu'on obtient par diagonalisation de la matrice partiellement décohérée. Mais si la décohérence est un peu plus lente et que la dégénérescence est plus rapide, c'est-à-dire oméga positif, non nul, et delta qui tend rapidement vers 0. Dans ce cas-là, les états propres sont plus ou moins 1,1, c'est-à-dire différents. Ce ne sont pas les mêmes états. Et ils sont donc différents des états de Schmidt. Donc quand delta tend vers 0 plus rapidement, on tend vers des états stables, différents de ceux donnés par la diagonalisation de Schmidt. Il faut donc être prudent, parce que même en attendant un long temps supérieur au temps typique de décohérence, même en attendant un long temps,
on peut très bien tomber sur par diagonalisation de Schmitt, des résultats erronés. Le fait est que ça marche souvent. Souvent, ça fonctionne. Parce que la décohérence est rapide, parce que la dégénérescence n'est jamais totale, et si c'est pas trop dégénéré, ça marche. Mais il n'empêche que un critère physique, tel que le critère de stabilité, reste préférable. Donc méfiance vis-à-vis de cette règle de diagonaliser la matrice que vous pourriez rencontrer. Un autre point mérite un examen. On a parlé des cas où la supersélection était stricte, comme la charge électrique. On n'observe jamais des tas de superposition de charges différentes. Supposons que l'on ait une charge Q et son champ électrique. Dans ce cas-là, on peut décrire un état typique comme la somme, c'est Q, d'états pour la charge Q, de la charge et de son champ. On peut détailler cette somme en disant c'est le champ, la particule, la charge électrique nue, sans champ électrique, fois les états du champ. On peut aussi la décomposer en QQ local, c'est-à-dire la charge électrique et son champ local, et les états de champ lointain. Quand on observe une charge électrique, que l'on fait des mesures dessus, qu'on fait des expériences, on n'observe jamais une charge électrique nue. Elle a toujours son champ électrique. Et ce qu'on observe, c'est le champ électrique local, dans la zone d'expérience. Donc, la décomposition appropriée, c'est celle-ci. Et on pourrait avoir une décohérence des états locaux par interaction avec le champ lointain. En fait, on peut vérifier facilement que si les états du champ, les différents états du champ lointain sont parfaitement orthogonaux, c'est-à-dire discernables, alors il n'y a pas de décohérence. La distinction, en fait, tient à la question suivante. Est-ce que le champ coulombien, le champ électrique, a un caractère cinématique qui découle uniquement de la contrainte de Gauss, ou bien a-t-il un caractère dynamique, c'est-à-dire des degrés de liberté dynamique? Lorsque la charge bouge, le charge lointain se modifie et porte l'empreinte du mouvement de la charge. Et dans ce cas-là, ça pourrait conduire à la décohérence. La question, en fait, n'est pas tout à fait claire. Plusieurs auteurs se sont penchés dessus, mais sans réellement résoudre le problème. Mon avis personnel, c'est que la théorie quantique des champs semble montrer que le champ est dynamique. Il a sa propre dynamique, et donc ne devrait pas être considéré comme cinématique, et donc pourrait ainsi conduire à cette décohérence. En particulier, le champ électrique statique n'est qu'un cas particulier, et on doit considérer le champ électromagnétique qui a un caractère indéniablement dynamique, même d'ailleurs dans la théorie de Maxwell. Un autre aspect qui, selon moi, est important, ce sont les lois de conservation. Ainsi, en partant d'un état neutre, on peut avoir un état plus, moins, plus, moins, plus. Donc on peut avoir un électron et un positron, par exemple, dans l'état moins, plus, ou ici, et l'échange des deux charges conduisant à l'autre superposition. Et cet état est tout à fait correct et observé. Il n'y a pas de superposition de charges différentes puisque le total est zéro dans les deux cas. De même qu'on peut avoir
une annihilation d'un électron et d'un positron avec une certaine loi de probabilité conduisant à un état superposé plus moins, électron et positron, superposé avec un état zéro, c'est-à-dire où les deux charges se sont annihilées. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. La loi de conservation empêche la création d'une charge différente et donc ne permet pas la superposition. La seule possibilité, ce serait que on ait un état comme un état électronique ou un positron localement et d'autres états qui compensent le fait de la conservation de la charge très éloignés. Mais même dans ce cas, en partant d'un état neutre par exemple, le fait d'écarter les charges ne change rien parce qu'il y a alors intrication. On retombe en fait dans cette situation-là. Il y a toujours intrication, même si par interaction avec d'autres systèmes, cette intrication a tendance à se mélanger avec d'autres cas. C'est mon avis. Ça mériterait un examen plus approfondi. La question reste à approfondir sur cette question. On a le même genre de choses, d'ailleurs, même en gravité quantique. On n'observe pas d'état de superposition de masse. La masse, en relativité, est une grandeur conservée. D'ailleurs, même dans l'annihilation, parce qu'une paire de photons collinéaires a une masse. Elle n'est pas additive, la masse. Un photon seul n'a pas de masse, mais deux photons collinéaires peuvent avoir une masse, ensemble. La masse est une quantité conservée, et là aussi, il pourrait y avoir des cohérences suite à l'effet de la gravité, c'est-à-dire de la courbure de l'espace-temps. C'est tout à fait analogue à cette histoire de champ coulombien. Et là aussi, je pense que les lois de conservation doivent jouer un rôle, ainsi que la dynamique. De même, on n'a jamais d'état de particules où on aurait une superposition d'un spin entier et d'un spin demi-entier. On n'a jamais un mélange des deux. Les particules ont toujours des spins bien définis. Certains ont argué que si j'ai un spin 1 et un spin 1,5, et que j'effectue une rotation de 360 degrés, je vais avoir le même état, mais avec un moins. Ce qui donne en fait un état différent. Or, après avoir fait un tour complet, on devrait retrouver la même chose. Et donc, cela invaliderait cette possibilité, mais c'est faux. Parce qu'on sait déjà qu'avec le spin 1,5, on a un tel changement de phase du signe de l'état. Quand c'est un changement global, on ne peut pas l'observer, mais relativement à d'autres particules, cela peut être observé. Et ça a des influences, par exemple, sur le principe d'exclusion de Pauli. Et dans diverses expériences, ces changements de phase, de signe, ont déjà pu être observés, mesurés. Donc on ne peut pas l'exclure pour cette raison-là. Si on l'excluait, ça voudrait dire que le groupe de rotation serait SO3, le groupe de rotation avec sa représentation habituelle. Mais ça, c'est se limiter au spin entier. On sait que le groupe le plus général qui englobe SO3, c'est SU2. Et SU2 admet des spins entiers ou demi-entiers. Nous en avons déjà largement parlé dans l'étude du spin. Et évidemment, l'expérience montre l'existence des spins demi-entiers, leur comportement un peu bizarre. Et donc, le fait qu'on n'ait pas ces états superposés est bizarre. Là, quelle interaction, quelle dynamique faire intervenir? Je pense là aussi que les lois de conservation doivent jouer, mais ce n'est pas aussi clair. Ce n'est pas aussi clair, parce que par exemple, pour un spin 2, on peut avoir un état de spin 1, du moins si c'est une particule massive, avec un spin qui est égal à un moment angulaire qui est égal à h bar. Et dans le spin 1, on peut avoir un moment angulaire égal à h bar. Donc même avec la conservation, on pourrait avoir spin 1 plus spin 2, ce qui n'est jamais observé.
Donc ça, c'est étrange. La question est encore largement ouverte. Est-ce que toutes les règles de supersélection exactes sont-elles dues à la décohérence ou d'autres facteurs, d'autres éléments comme les lois de conservation, entrent-elles en jeu? La question est largement ouverte. C'est encore des études qui doivent être menées, comprises. Voilà, nous arrivons ici aux frontières de la connaissance en matière de théorie de la décohérence. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons des applications. Deux applications simples. Dans la prochaine vidéo, nous en verrons l'application de la décohérence au concept de localisation des objets. Une idée simple, puisque, à l'échelle macroscopique, la base privilégiée est la base position. Je vous remercie.